suis donc très heureuse de me retrouver à cette table avec vous pour parler de la décolonisation, parce que c'est un sujet majeur qui a été important dans l'histoire de notre île. Et moi, je me posais une question particulière, c'était pourquoi, lorsque le monde entier choisit de prendre son indépendance, de s'éloigner du colon, pourquoi Mayotte, à contre-courant de ce qui se fait partout de par le monde, que ce soit en Asie, en Afrique, etc., pourquoi Mayotte choisit de demeurer dans le giron français? Alors, pour commencer, je vais peut-être donner la parole à Monsieur Riziki pour nous dire un petit peu, à l'époque, qu'est-ce qui pouvait expliquer que les Mahorais choisissent ce destin différent? En réalité, Mayotte n'est pas allé à contre-courant de l'histoire. Mayotte est resté dans une logique qui est la sienne, à savoir voir en la France un pays de liberté, un pays de libération. Ne perdons pas de vue une chose, c'est que le 25 avril 1841, Mayotte a signé un accord avec la France pour céder cette île à la France afin de se mettre à l'abri d'un environnement régional très violent. Et qu'est-ce que nous avons vu? Depuis que la France est venue à Mayotte, il n'y a pas eu d'invasion malgache, il n'y a pas eu d'expédition anjouanaise, il n'y a pas eu de problèmes particuliers du point de vue de la défense de l'île, du point de vue de la sécurité de l'île. Donc, cette image de liberté qui allait s'accompagner, bien évidemment, de l'abolition de l'esclavage, je crois que c'était en 1846, monsieur le député, est ancrée dans la mémoire collective de Mahorais, à savoir que la France est là, la France représente pour nous un idéal de liberté, un idéal de stabilité, pendant que les Comores à côté apportent autre chose. Et puis surtout, ne perdons pas de vue le fait que Mayotte ne s'est jamais senti dans son élément en compagnie des autres îles, les îles qui sont à côté. Donc là, il y a une continuité tout à fait logique. Il y a un esprit qui a germé à Mayotte, à savoir que la France est pour nous un facteur de liberté, un facteur de libération et un facteur de stabilité. Alors, c'est très intéressant. Est-ce qu'on peut revenir un petit peu, monsieur le député, sur la chronologie de cette décolonisation? Parce que j'ai cru comprendre, moi, qu'au départ, tout le monde est dans le flou. L'État français annonce que les territoires vont pouvoir, tous ceux qui le souhaitent vont pouvoir prendre leur indépendance. Ici, on est dans le flou un petit peu. On se dit, on étudie les options, etc. Est-ce qu'on peut revenir un petit peu sur cette période de flou entre le moment où l'annonce est faite que les peuples vont pouvoir décoloniser et le moment où le mouvement affirme très clairement vouloir rester dans le giron de la France? Alors, je dirais d'abord qu'il n'y a pas à proprement parler de flou dans l'esprit des Mahorais. Il y a peut-être un flou dans l'esprit des Comoriens, il y a peut-être un flou dans l'esprit de la communauté internationale, il y a peut-être un flou dans l'esprit de la France elle-même, mais du côté des Mahorais, je pense que dès le départ, les choses étaient suffisamment claires. Comme l'a dit tout à l'heure le docteur Iziki, revenons à la base. C'est quoi? Nous sommes avant 1841. L'archipel des Comores, l'archipel des Comores constitué des 4 îles, à l'époque, en termes géographiques, était en conflit. Il y avait ce qu'on appelle l'archipel au sultan batailleur. Le titre, c'est un titre d'un bouquin qui est assez évocateur. Les sultans, le sultan d'Anjouan, le sultan de Mayotte, le sultan de Moïse, le sultan de Grande Comore, sont en conflit, se battent entre eux, et puis il y a des invasions malgaches qui viennent
et qui déciment les populations ici, chaque sultan cherchant à s'imposer et à prendre, à s'accaparer les terres du sultan d'à côté. C'est à partir de ces considérations-là que le sultan de Mayotte, Andé Ansoul, a cédé physiquement, moyennant rétribution, le territoire de Mayotte, 600 piastres. Alors, à côté, on vous dira, oui, mais c'est quoi, il a vendu? Sauf que tous les sultans, des 4, les uns après les autres, ont vendu. Pour Mayotte, c'était transparent, c'était clair, mais le sultan d'Anjouan a vendu son territoire dans un traité de 1886, comme le sultan de Mouéry, comme le sultan de la Grande Comore. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, une fois que c'est fait, effectivement, en 1912, alors que le Mayotte, dès son acquisition, est devenu une colonie, ou quasiment, les autres sont devenus, alors qu'ils ont été acquis entre 1886 et 1989, en 1912 a été créée la Mayotte et les colonies d'Anjouan, de Mouéli et de la Grande Comore. On a créé à partir de ce moment-là Mayotte indépendance et puis Madagascar indépendance dans lequel le territoire est intégré. Et enfin, nous arrivons en 1946, le territoire de Mayotte a été créé ex nihilo, ce qui fera dire d'ailleurs le président Ahmed Abdallah, comment on appelle ça, le père de l'indépendance des Comores, qui reconnaît dans une intervention dans le cadre d'un rapport de mission que c'est la France, que le territoire des Comores n'a jamais existé, donc il n'y a jamais eu de nation comorienne, il n'y a jamais eu de peuple comorien, il n'y a jamais eu d'État comorien, et que chaque île constituait un État, chaque sultanat, et qu'il a fallu que c'est la France qui a créé ex nihilo le territoire des Comores pour des raisons de commodité administrative. Deuxième chose, tout à l'heure, vous avez posé la question de la marche à contre-courant de l'histoire. Les Mahorais ne sont pas à contre-courant. Les Mahorais ont une lecture complète, textuelle des textes internationaux de la décolonisation. Qu'est-ce que c'est que la décolonisation? Le docteur Riziki, qui est spécialiste en droit international, en parlera mieux que moi. Mais la décolonisation, c'est quoi? C'est une résolution du 15 décembre 1960 qui vous dit qu'il y a plusieurs façons d'être décolonisé, notamment son article 6, les juristes aiment bien citer des références textuelles, de 1950, dit en son article 6 qu'on peut être décolonisé. Décoloniser veut dire indépendance. Décoloniser veut dire s'associer, une association avec un autre État. Décoloniser veut dire également s'intégrer dans un État ou toute autre forme d'organisation étatique avec la seule condition, deuxième point, la seule condition, c'est le droit à l'autodétermination des peuples. À partir de là, on voit bien que Mayotte n'est pas colonisée, contrairement à ce que les uns et les autres aiment dire. Mayotte est un territoire indépendant parce que elle a lu avec beaucoup de fierté la résolution de 1960 et elle a fait, parmi les choix qui lui étaient proposés, elle a fait un choix. Mais il est vrai que la communauté internationale dominée par les pays qui ont des comptes à régler avec les puissances ou les anciennes puissances coloniales ont une lecture étriquée de la résolution de 1960. Pour eux, autodétermination veut dire indépendance. Ou indépendance veut dire la formation au plan international de l'État. Ce n'est pas ça du tout. Mayotte aujourd'hui, depuis le 22 décembre 1974, Mayotte est un territoire totalement décolonisé. Et par conséquent, elle n'est pas dans le sens contraire de l'histoire. Elle a su l'histoire, mais qui n'est pas celle écrite par les Comoriens ou les autres. Ce qu'il faut retenir, c'est que le 22 décembre 1974, il y a eu un bulletin avec plusieurs options. Les Comoriens ont pris l'option de l'indépendance et de l'affirmation de la souveraineté internationale pour dire qu'ils sont indépendants, parce que ce qui les intéresse, c'est le drapeau, ce qui les intéresse, c'est la voiture noire comment dirais-je, au drapeau avec 4 étoiles. Les Mahorais, ce qui les intéressait, c'est le drapeau bleu, blanc, rouge. Voilà la différence. Donc les Comoriens sont indépendants, les Mahorais sont indépendants, et les Mahorais s'inscrivent bien dans le sens de l'histoire, et notamment de la résolution, des prescriptions de la résolution du 15 décembre 1960. C'est très intéressant parce qu'on s'entend beaucoup traiter
de peuples colonisés. Et souvent, j'ai pu lire, en tout cas ici et là, des Maoris qui ont pu écrire: «Nous sommes fièrement colonisés», comme pour faire un, un pied de nez à, à toutes ces personnes qui cherchent à imposer une vision et un choix aux Maoris. Alors, on peut peut-être revenir, docteur Riziki, peut-être revenir sur cette notion de colonisation et D'autodétermination. et d'autodétermination. C'est une affaire qui est très simple. Mais cette affaire sera toujours difficile quand on ne veut pas la placer sous l'angle du droit international public. Monsieur le député l'a dit. Et je vais expliquer tout ça, je résume tout ça en 6 petits points. Premièrement, l'histoire. L'a dit, l'histoire nous apprend que les Comores n'ont jamais été un Oui, État, une nation, un peuple uni. oui. Et qui pouvait mieux le dire qu'Ahmed Abdallah Abderrahmane, qui, le 2 avril 1975, à 17h au Sénat, à Paris, explique à la mission parlementaire qui était venue aux Comores pour évaluer les conséquences de l'autodétermination, du référendum d'autodétermination du Comore du 22 décembre 1975, a dit, 74, excusez-moi, a dit, je le cite, c'est la France qui a fondé l'unité du territoire des Comores en faisant des Comores en 1912 une colonie française rattachée à Madagascar, puis en 1946 un territoire des Comores. Donc là, le fameux père de l'indépendance nous explique très bien que le peuple des Comores n'existe pas. C'est une réalité. Deuxième chose, quand nous allons regarder les textes de loi, nous avons un élément fondamental qui s'appelle la libre expression de la volonté du peuple colonisé. Qui pouvait mieux expliquer cette libre expression que la Cour internationale de justice, l'organe judiciaire principal des Nations Unies, qui nous dit dans la résolution, pas une résolution, c'est plutôt dans l'avis consultatif rendu en 2019 sur l'affaire des Chagos, que la Cour rappelle que si l'exercice de l'autodétermination peut se réaliser au travers de l'une des options prévues par la résolution 1541-15 du 15 décembre 1960, dont vient de parler monsieur le député, il doit être, c'est très important, l'expression de la volonté libre et authentique du peuple concerné. Et ça va plus loin, puisqu'il nous apprend quoi? Le droit à l'autodétermination en droit international coutumier n'impose pas un mécanisme particulier pour sa mise en œuvre dans tous les cas, ainsi que l'a souligné la Cour. Alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Concrètement, ça signifie, monsieur le député l'a dit, le territoire concerné par l'autodétermination peut choisir la création de nouveaux États, l'association à un État qui existe déjà, l'insertion dans un État qui existe déjà. Mais nous avons la résolution 26-25 adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies le 24 octobre 1970, qui va beaucoup plus loin
parce qu'elle reconnaît la solution, les 3 solutions qui ont été proposées par la résolution du 15 décembre 1960, mais ajoute un élément qui nous dit qu'en plus de ce qui a été dit, il y a aussi l'acquisition de tout autre statut politique librement décidé par un peuple. Donc, ça veut dire que les Mahorais ont le droit de faire de leur territoire ce qu'ils veulent. C'est ça l'autodétermination. Et l'histoire nous apprend qu'il y a quand même eu 5 référendums ici à Mayotte. Et à chaque référendum, les Mahorais vont vers la France. Nous voulons être français. Monsieur le député m'expliquait le 20 décembre 2021 une chose fondamentale. Chez lui à Mangajou, il me dit « Je ne suis pas colonisé ». Je ne suis pas colonisé dans la mesure où j'ai joui des mêmes droits que le Premier ministre Jean Castex. J'ai le même salaire, les mêmes indemnités que le député des Vosges, le député de Paris, le député des Antilles de la Réunion, etc., etc. Donc, à partir du moment où le peuple a eu la possibilité de faire son choix de manière tout à fait libre, il n'y a pas de colonisation. Il y a aussi une chose très, très importante sur laquelle tout le monde se tait. Ce sont les condamnations des Nations Unies. Nous y reviendrons, mais je l'annonce tout de suite. Les Nations Unies nous disent, de toute façon, le référendum et le référendum, 2 référendums organisés à Mayotte en 1976 sont nuls et non avenus, et tous les autres référendums qui viendront sont nuls et non avenus. Ça, c'est très grave. C'est très grave parce que dans la résolution 15 du 14 décembre 1960, déclaration, il est intitulé Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux, il est dit que tous les peuples du monde, sans discrimination, les nations grandes et petites, c'est bien précisé, on peut aller vérifier, les nations grandes et petites ont droit à l'autodétermination. Chaque peuple choisit son statut. Alors, et la Cour de justice, la Cour internationale de justice nous dit, il n'y a pas d'autodétermination si le peuple considéré n'a pas donné son avis de manière tout à fait libre. Comment est-ce que l'Assemblée générale peut-elle venir nous dire alors que les Mahorais n'ont pas le droit de s'exprimer? Que les référendums sont nuls et non avenus. Et plus excessif encore, nous avions dans ce monde un État raciste, discriminatoire, c'est l'Afrique du Sud de l'apartheid. Chaque jour, il y avait des délégations internationales africaines, donc, ou des Nations Unies qui allaient en Afrique du Sud pour négocier avec Peter Botha et les autres la manière de sortir de l'apartheid. L'Afrique du Sud avait transformé le mandat qu'il avait reçu sur la Namibie en colonie et avait imposé son racisme là-bas aussi. Il y avait des négociations avec l'Afrique du Sud. Il y avait des délégations qui allaient en Afrique du Sud. Mais est-ce qu'un jour, il y a quelqu'un qui peut nous citer le cas d'une délégation qui vient de l'Afrique, qui vient des Nations Unies, qui est arrivée à Mayotte pour demander aux Mahorais, justement, vous voulez quoi? À partir du moment où on étouffe la voix du Mahorais pour que le Mahorais ne dise pas ce qu'il veut,
Là, on est dans le rejet du droit international public créé notamment par les Nations Unies. Alors, ça veut dire que les Nations Unies violent elles-mêmes leurs droits. Parce qu'elles refusent qu'un peuple qui veut rester français, reste français. Alors, est-ce que ça s'explique, ça? Est-ce qu'aujourd'hui, on peut expliquer pourquoi les Nations Unies ont, disons, ce double standard, que pour ce cas présent, voici comment nous agissons, nous mettons en place des délégations, on va essayer de comprendre, on va aller parler aux personnes sur place. Et pour le cas de Mayotte, on estime que la France est en violation du droit international, que les référendums sont nuls et non avenus, etc. Est-ce qu'on l'explique? Ça s'explique très facilement. Nous sommes en 1975. Tout a été fait pour nier aux puissances coloniales tout bien fait dans les colonies. Qu'un petit peuple de l'océan Indien, dont on ne voit même pas l'île sur la carte, sauf avec le grossissement par des loupes, disent « Ah, justement, nous voulons rester avec la France, nous voulons rester français pour être libres », ça choquait une certaine communauté internationale. Je ne dis pas la communauté internationale, une certaine communauté internationale, une expression que je prends de monsieur le député. Ça dérangeait parce que la France était présentée sous l'angle, je cite, du colonialisme, néocolonialisme, impérialisme. Dans le colonialisme, il n'y a que du négatif. Mais ces Mahorais, que disent-ils? Ils disent non, nous sommes très bien avec la France. Donc, c'est avec ce pays-là que nous voulons rester. Donc, vous imaginez l'URSS, ses satellites, à une période de sentimentalisme tiers-mondiste, de tiers-mondisme sentimental, avec les pays qui viennent d'accéder à l'indépendance, c'était, non, empêcher ces Mahorais de s'exprimer. C'était ça. Et on ne verra pas de délégation internationale à Mayotte parce qu'on ne veut pas que ces gens-là disent « nous trouvons du bien dans cette ancienne puissance coloniale, qui n'est plus une puissance coloniale. » Donc, c'est une question d'amour-propre chez certains, c'est une question de dogmatisme idéologique. Il faut tout faire pour dire le colonialisme n'a laissé aucune trace positive. Lisez le livre de Mitterrand. Alors, Moi, je voulais revenir. Je finis par le livre de Mitterrand. C'est le livre qu'il a fait avec Alain Duhamel, 1968. Vous pouvez me rappeler le titre? Ma part de... Ma part de vérité. Il dit, et pourtant Mitterrand était foncièrement anticolonialiste. Il dit, on ne peut pas oublier ce que les ingénieurs français, les médecins français, etc., ont apporté à ces pays-là. Et c'est pour cela que la France continue à jouir d'une certaine sympathie, entre guillemets, auprès de ces peuples-là. Vouloir l'effacer, ce n'est pas possible. À Moïli, on dit qu'on a voté pour l'indépendance. Pourtant, vous avez des gens à Moïli qui, jusqu'aujourd'hui, vous diront, si Didon était là, Didon, c'est la France. Si Didon était là, cela ne se passerait pas comme ça. C'est quand les bêtises atteignent un certain seuil d'intolérabilité, on dit, ça, la France n'aurait pas accepté. Ça veut dire qu'il y avait de la rigueur. oui. Jean Fasquelle, qui était ici à l'Académie de Mayotte, le dit aussi, et pourtant il était anticolonialiste. Il le dit. Oui. Hein? Il dit, voilà, la France avait apporté une rigueur, et les jeunes qui sont venus par la suite ont tout cassé. Donc, on ne veut pas que Mayotte puisse tenir un discours qui tendrait à montrer aux gens que la puissance coloniale qu'est la France
peut avoir fait des choses positives dans ce pays. Tu voulais... Ouais, moi, je voudrais revenir dans le prolongement de ce que dit le docteur Riziki, que le fond du problème vient d'un peu assez loin, enfin, dans la période précoloniale, pré-indépendance. Lorsque la France est sortie de la guerre en 1946, de la Seconde Guerre mondiale, ça a soufflé dans le monde entier un vent de liberté, d'autonomisation, de la fin de colonisation, des soucis d'avoir des États et des nations qui soient toutes égales. Et à ce moment-là, la France a décidé de réformer sa politique coloniale avec l'octroi d'un certain nombre d'autonomies, d'un certain degré d'autonomie. Et là, c'est là où on crée à partir de 1957 les lois d'autonomie dans l'ensemble de l'Afrique, y compris les Comores. En 1961-62, fait 61, vient la première loi d'autonomie des Comores. Et à ce moment-là, l'exposé des projets de loi, pour ceux qui n'ont jamais eu l'occasion de lire un projet de loi, quand il y a un projet de loi, il y a ce qu'on appelle les dispositifs, mais avant, il y a ce qu'on appelle l'exposé des motifs. Pourquoi on veut faire cette loi? Et dans l'exposé des motifs, il est dit à ce moment-là que si demain, il doit y avoir une demande d'accession à l'indépendance, se ferait il paride. Déjà à ce moment-là. Ça a été repris également, puis ensuite est venu, comment il s'appelle, l'ancien ministre d'État, Pierre Messmer. Okay. Il y a eu Biot qui l'a dit également en 1967 oui. à la tribune de l'Assemblée. Et enfin, il y a eu Messmer. On l'a toujours appliqué. À partir de 1895, puis, dans le premier cas, avec la création de l'Afrique, l'Afrique de l'Ouest. L'Afrique occidentale française. L'Afrique occidentale française. La OEF. La OEF. Puis, en 1912 ou en 1915, l'Afrique équatoriale française. On a regroupé plusieurs nations, plusieurs États pour créer des entités. Il y avait deux principales entités, la OEF et l'AEF. Et donc, on les a partis à l'indépendance entre 1959 et 1960-1961. Et tous ces pays, on ne leur a jamais opposé le principe de respect des frontières. Et lorsque Madagascar est parti à l'indépendance, on ne lui a jamais opposé le principe de respect des frontières. Sinon, effectivement, Madagascar, elle a même revendiqué les Comores. On a dit non, on a détaché les Comores. Et donc, sans les Comores, les trois îles partent à l'indépendance, nous refaisons l'histoire se répétant toujours. Les Mayotte s'est détaché en disant, moi, je veux rester française. Ça, c'est un aspect très omniprésent. Et à partir de là, les Comores vont, enfin, à la demande des Comores, puis ensuite des Nations Unies, ils vont soutenir que finalement, Mayotte doit partir à l'indépendance. Mais la réalité, c'est que Mayotte a fait d'autres choix. Et donc, il y avait cet aspect qu'il faut aussi avoir à l'esprit. J'avais une autre idée à rajouter, c'est que, bon, ça reviendra, mais dans le même sens, qui montre bien qu'en réalité, le respect par les Mahorais et par la France du droit international a été toujours la ligne qui a toujours été respectée. Alors j'aimerais qu'on revienne sur ce petit peuple que l'on ne voit même pas sur un planisphère et qui, contre toute attente, contre vents et marées, fait ce choix. Je voulais qu'on revienne en fait sur ce qui se passe sur l'île. Comment ça se passe ici? Comment ça se passe? Quels sont les temps forts, les moments forts, les personnages clés qui ont combattu tout ça? Parce que lorsque le débat se pose à l'Assemblée nationale, il part, il global, etc., on a des élus à cette époque-là qui vont monter au créneau. On a un mouvement qui prend de l'ampleur, etc. Et j'aimerais qu'on revienne sur ce moment-là. Alors, il y a d'abord
j'ai parlé tout à l'heure de 1957. En 1958, De Gaulle revient au pouvoir le 1er juin 1958. À la faveur d'une grosse crise qui se produit en Algérie, la France se disloque, on va chercher De Gaulle. De Gaulle vient et immédiatement, après son intronisation, il décide de réformer la Constitution. Parce qu'il considère qu'il ne peut y avoir de véritables réformes d'État si on n'a pas une Constitution qui soit solide et qui porte ces réformes. Donc, il va proposer une réforme des institutions, et la Constitution du 4 octobre 1958 est approuvée le 28 septembre. Dans cette Constitution, il y a un article 75 qui dit que les peuples d'outre-mer peuvent demander soit le maintien de leur statut actuel, donc de l'époque, soit un changement de statut, y compris accéder à la départementalisation, soit encore aller à l'indépendance, en association avec la France, et ainsi de suite. Et au vu de ces perspectives qui s'annonçaient, notamment depuis 1957, avec l'autonomie qui vient, Saïd Ibrahim, qui est le député de l'archipel des Comores, à l'époque il y avait un député, va demander et obtenir le transfert, va faire voter par l'Assemblée territoriale qui siégeait à Dzaoudzi à l'époque, le transfert de la capitale à Moroni. Saïd Mohamed Cheikh. Et à ce moment-là, les Mahorais prennent conscience qu'ils sont menacés dans leur existence et qu'il y avait jusqu'ici la capitale chez eux et qui pouvaient avoir une certaine influence, notamment dans la revendication de maître française. Ils vont prendre conscience. Et ils vont se réunir le 2 novembre 1958 à Tsunzu, ce qu'on appelle le premier congrès des Mahorais, des notables Mahorais, va se réunir à Tsunzu et ils vont prendre un certain nombre de décisions. La première décision, ils vont élire un président à la personne de Georges Naouda. La deuxième résolution, ils vont se dire que désormais, nos élus, nous allons travailler en étroite collaboration avec nos élus et que nos élus ne porteront la voix à l'Assemblée qu'après nous avoir consultés. Et enfin, autorisation est donnée au président, donc Georges Naouda, de pouvoir aller à Paris, d'aller expliquer cette résolution. Et enfin, la dernière résolution qui est prise, nous allons bientôt être consultés sur le choix statutaire à faire. Nous allons demander la départementalisation. Pourquoi la départementalisation? Parce que ça fait plus d'un siècle que nous sommes avec la France. Ça fait plus d'un siècle que nous jouissons de nos libertés. Ça fait plus d'un siècle que nous avons notre sécurité. Et par conséquent, nous allons continuer dans un cadre départemental. Nous ne pouvons pas aller avec les Comores. Ça, c'est le premier aspect. Et vient donc 1962, dont je parlais tout à l'heure, et avec l'accession des Comores à l'autonomie. L'autonomie, c'est-à-dire, il y a un certain nombre de responsabilités internes qui sont gérées par les Comores. Et là, les Comoriens, notamment les grands Comoriens, vont se saisir de cette possibilité qui leur est offerte pour mater les Mahorais. Il faut savoir qu'en 1966, nos députés sont jetés en prison. Souf Sabili et Seyd Tombou sont jetés en prison. Madame Zenam Dere est jetée en prison parce que c'était les leaders de l'époque. Et avec d'autres, ce n'était pas que cela, il y avait plusieurs personnes qui ont été jetées en prison. Banahashis, Wenslai, ainsi de suite. Toutes ces personnes-là ont été jetées en prison. Ensuite vient en 1968, la deuxième vague de train de transfert de compétences. Donc, les choses vont être encore beaucoup plus dures. Zakia va être abattu à l'embarcadère à Mamoudzou en octobre 1969, ainsi de suite. Et les Mahorais se rendent compte que ce soit Saïd Mohamed Cheikh, qui était le président du conseil de gouvernement, qui avait même donné l'ordre de fusiller, de tirer à vue les Mahoraises et les Mahorais, y compris le député Souf Sabili, donc que ce soit Saïd Mohamed Cheikh, que ce soit Saïd Ibrahim, qui a empêché que les procès aient lieu, que ce soit Ahmed Abdallah, qui emprisonne également Younoussa Bamana dans les événements ici. Tout ça montre qu'en réalité, les atteintes aux libertés des Mahorais sont extrêmement importantes, sans compter qu'on leur privait du riz, qu'on leur privait des libertés, qu'on leur privait des droits d'expression,
on leur privait de développement, oui, de la barge. Bref, les Mahorais ils utilisaient la force que leur donnait la loi, cette compétence pour brimer les Mahorais. Donc ça a conduit à réduire encore davantage. Nous sommes, en 1843, on demande à la France de venir pour nous protéger. En 1974, on constate les brimades et les violences qui sont perpétrées contre les Mahorais. Ça renforce les Mahorais dans l'idée qu'ils ne peuvent pas faire cause commune avec les Comoriens, et donc ils décident. Et pour cela, quels sont les acteurs? C'était votre question. Quels sont les acteurs qui ont conduit ça? Bien évidemment, on a parlé au début de Georges Naouda et les autres qui étaient avec lui. Marcel Henry était nommé secrétaire général, ainsi de suite. Et puis est venu donc les députés dans la campagne aidant, ils ont alterné. Il y a eu, ce que je ne vous ai pas dit, en 1958, notamment le 11 décembre 1958, il y a les Mahorais, effectivement, les élus de Mayotte à l'Assemblée territoriale, ont déposé une résolution, un projet de résolution demandant la départementalisation du territoire. Jusque-là, les Mahorais pensaient encore qu'il est possible avec les voisins qu'on pourra faire cause commune. Et cette résolution est rejetée parce qu'au fond, les grands Comoriens excellent que lorsqu'il est chef, il ne pouvait pas accepter la départementalisation puisqu'il voulait en réalité chasser le colon qui était la France, récupérer la place du colon pour coloniser les autres îles. Et ça, les Mahorais l'ont refusé. Ils l'ont rejeté en disant non, nous ne voulons pas partir avec vous. Donc là, cette résolution a été rejetée pour confirmer le maintien du statut de territoire d'outre-mer. Donc la césure va s'amplifier avec les brimades dont j'ai parlé tout à l'heure. Eh bien, en 1974, ce qui était prévisible s'est produit, c'est-à-dire que les Mahorais ont dit « Nous sommes bien d'être Français et nous continuerons d'être Français ». Voilà comment on est arrivé. Donc, c'était Zenam Dere, c'était Inusabamana, c'était je dirais les derniers. Zenam Dere était dès le départ, mais à la fin, on retrouve Zenam Dere, Marcel Henry. Entre-temps, les gens comme Souf Sabili, Seyd Tombou, comment il s'appelle encore, Abdourakib, des gens qui avaient Ahmed Souali, des gens qui étaient des pro-maîtres françaises. Les uns les autres ont été achetés par Seyd Mohamed Cheikh, qui était il faut reconnaître, un très grand politicien comorien, a réussi à les embarrer avec lui. Ils ont tourné kazakh. Mais Marcel Henry, Noussa Bamana, Zenam Dere et d'autres sont restés fidèles à la cause de départ et on continue la bataille jusqu'au bout, jusqu'au 22 décembre 1974. Ce qui est intéressant également, c'est que à un moment, il y a un aveu, comment il s'appelle, Olivier Stine fait un aveu. Il dit, Ahmed Abdallah, le ministre de l'époque d'Outre-mer, dit, lorsque le débat est venu à l'Assemblée et que le Sénat notamment a cherché à imposer la consultation île par île, eh bien, lorsqu'il a cherché à imposer île par île, Ahmed Abdallah est venu le voir dans son bureau, il lui a dit, laissez les sénateurs imposer la règle de île par île, mais y compris à Mayotte, l'indépendance sera votée à 100%. Et donc, ça a été une grosse surprise le 22 décembre, dimanche 22 décembre 1974, lorsque les résultats sont tombés, de constater que presque plus de 64% des électeurs de Mayotte avaient fait le choix de la France contre l'indépendance. Et à partir de là, va se créer cette crise, et je laisserai le propos à Riziki de poursuivre, cette crise de la résolution, notamment la résolution du 10 novembre 1975, prononçant l'admission des Comores à l'Assemblée, à l'ONU, qui dit que les Comores sont admis constitués de la Grande Comore de Mayotte, d'Anjouan et de Moélie, l'État comorien. Le nœud du problème, c'est l'ignorance d'une sentence arbitrale qui a été rendue le 4 avril 1928 à la Cour permanente d'arbitrage. 1928. 4 avril 1928. Ce qui est intéressant là-dessus, c'est que cette sentence arbitrale qui avait été confiée au Helvétique, donc suisse, Max Hubert, est très intéressante parce qu'elle concerne une île. L'île Palmas au Miangas. Dans cette sentence, je retiens plusieurs points, dont
les trois qui suivent. Premièrement, on nous parle de contiguïté. La contiguïté, c'est le voisinage. Premièrement, je le cite, le titre de la contiguïté, envisagé comme base de la souveraineté territoriale, n'a aucun fondement en droit international. Ça veut dire que le droit international ne reconnaît pas le voisinage comme créant un droit pour une île afin de revendiquer une autre île. Ça n'existe pas. On peut aller chercher ça sur Internet, on verra bien que j'ai raison. Et il ajoute, deuxième point, ce principe de la contiguïté n'est pas non plus admissible comme méthode juridique pour le règlement des questions, n'est pas non plus admissible comme méthode juridique pour le règlement des questions des souverainetés territoriales. Écoutez bien ce qu'il ajoute. Car il manque totalement de précision et conduirait dans son application à des résultats arbitraires. Donc, si aujourd'hui, on dit voisinage égale possession du voisin, nous n'aurions que des confusions et nous n'aurions que de l'arbitraire. Troisième point. Là-dessus, il nous dit, toujours dans la même sentence, il nous dit que quand une puissance extérieure se trouve sur un territoire, dans la durée, dans la paix, sans contestation de la population locale, cela équivaut à un titre de souveraineté nationale. Et quand un État tiers vient contester cela, on va tenir compte de l'effectivité des pouvoirs. Qui exerce réellement le pouvoir sur ce territoire? Alors, quand nous examinons la situation de Mayotte, nous allons constater depuis le 25 avril 1841, la France est là. Les Comores, en tant qu'État indépendant, n'ont jamais exercé de pouvoir ici. Parce que l'indépendance a été proclamée le 6 juillet, et le 5 juillet, les Mahorais ont occupé toutes les administrations. Donc là, il faut tenir compte de cela. Les Comores n'ont jamais exercé de pouvoir ici. Ce que le droit international appelle l'effectivité, on ne la retrouve pas chez les Comores. Donc, comme M. le député a évoqué le principe des Comores qui sont admises à l'ONU, moi je vous dis une chose qui est très simple, et je le répète, c'est une admission tout à fait illégale. Parce que nous savons, de par l'article 4, paragraphe 2 de la Charte des Nations Unies, ça c'est l'un de mes points que je développe, on ne peut pas faire entrer un État nouveau aux Nations Unies sans une recommandation faite par le Conseil de sécurité à l'Assemblée générale. Alors, le Conseil de sécurité fait sa recommandation à travers la résolution 376 du 17 octobre 1975. Il dit une chose très simple, très simple. Le Conseil de sécurité, ayant examiné la demande d'admission des Comores à l'Organisation des Nations Unies, recommande à l'Assemblée générale d'admettre les Comores comme membres de l'Organisation des Nations Unies. Point à la ligne. Il n'y a ni Anjouan, ni Grande Comore, ni Moélie, ni Mayotte. Les Comores. Ça s'arrête là. Et il est encore intéressant de savoir que dans sa résolution 33-85-30 du 12 novembre 1975, l'Assemblée générale a violé de manière manifeste la Charte des Nations Unies et l'avis consultatif qui a été rendu le 3 mars 1950 par la Cour internationale de justice. Pourquoi? Parce qu'elle dit, réaffirmant la nécessité de respecter l'unité et l'intégrité territoriale de l'archipel des Comores, composé des îles d'Anjouan, de la Grande Comore, de Mayotte et d'Anjouan. Où est-ce que vous avez vu ça? Dans la résolution du Conseil de sécurité à l'Assemblée générale. Ça n'a pas du tout de pertinence juridique. C'est une violation. Et puis,
quand nous examinons cet avis consultatif qui a été rendu par la Cour internationale de justice le 3 mars 1950, il est dit, nulle part n'a été conféré à l'Assemblée générale le pouvoir de rectifier jusqu'à le contredire le sens du vote du Conseil de sécurité. Le Conseil de sécurité n'a jamais parlé des îles. Il a parlé des Comores, point à la ligne. Et surtout, il faut savoir une chose, les Nations unies admettent des États en leur sein, mais elles ne déterminent jamais la matérialité de ces États, les frontières de ces États, la composition de ces États-là. Donc, là, nous sommes en pleine violation de la Charte des Nations Unies, nous sommes en pleine violation de l'avis consultatif rendu par la Cour internationale de justice qui est, nous l'avons déjà dit, l'organe judiciaire principal des Nations Unies. Bien, on aurait eu beaucoup encore de choses à dire. Madame, avez-vous d'autres questions? Ce sera tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup pour ce moment que vous m'avez accordé. J'ai beaucoup appris et j'espère que ceux qui nous regardent, pareil, auront beaucoup appris. Je me sens plus armée, en tout cas, pour faire face aux Comoriens et à toutes ces personnes qui veulent nous imposer un choix, nous imposer une vision, etc. Donc voilà, merci beaucoup et au plaisir de nous retrouver sous d'autres latitudes, autour d'autres sujets, avec grand plaisir.